Bienvenue sur Tatou Senti, le podcast sur l'art de sentir. Vous l'avez deviné, Tatou Senti parle de parfum et aussi de saveur. Mais saviez-vous que sentir, c'est aussi percevoir, ressentir et donc appréhender les tendances? Au final, pour bien sentir, il faut se sentir bien. Mes invités seront donc tout naturellement des parfumeurs, des chefs d'entreprise, des chocolatiers, des chefs, et tous me parleront de leur parcours, de leur innovation, succès et échecs, tout en mettant l'accent sur la créativité et l'audace. Tout ceci au cours d'une conversation complice. Ce podcast est animé par Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveur et créatrice du blog tatousenti.com. Bonjour à toutes et à tous. En cette ère où l'on parle beaucoup de développement durable, de protection de la nature, d'environnement, j'ai décidé de sonder les acteurs du parfum, des spiritueux et des vins, ou encore des saveurs, afin de comprendre leur vision et leur action sur le sujet. Commencer avec la maison Guerlain était une évidence. Et donc, ma première invitée est tout naturellement Cécile Lochard, directrice du développement durable chez Guerlain. Telle une lionne dont elle possède la chevelure, Cécile défend depuis toujours ses convictions, ose s'affirmer, même quand les vents sont contraires. Dotée d'une énergie solaire, elle insuffle son dynamisme pour avancer et trouve les solutions adaptées. Or, saviez-vous que depuis sa plus tendre enfance, Cécile porte dans son ADN familial une passion pour la nature et l'engagement. Donc, de fait, tout au long de sa carrière, elle a été une actrice du changement, que ce soit chez HSBC, WWF, Scheiling et aujourd'hui Guerlain. Toujours avec loyauté et humilité. Bonjour Bettina. Bonjour Cécile. L'actualité chez Guerlain, c'est Aqua Allegoria, qui est une collection qui est en fait née en 1999 et qui, en 2022, inaugure un nouveau tournant avec un lancement qui est celui de Nerolia Vétiver. C'est en fait aussi une réinvention pour une parfumerie toujours plus précieuse, plus proche de la nature. Oui, Peux-tu bien nous sûr. en dire quelques mots? Écoute, comme tu l'as précisé très bien, Bettina, cette collection, elle existe depuis 1999. Nos clients y sont très attachés et l'objet n'était pas de tout, réinventer en détruisant tout ce qui a été fait, loin de là. C'était juste subtilement de faire avancer Aqua Allegoria dans une trajectoire plus durable, d'innovation durable, puisque, comme tu le sais, Guerlain, dans le soin, a été très précurseur sur l'éco-formulation, l'éco-design de ses packaging, avec notamment la franchise Abeille Royale, mais aussi Orchidée Impériale. Le maquillage, nous avons eu la chance, alors que le challenge est absolument considérable, de pouvoir reformuler l'an passé terracotta à 96% de taux de naturalité. Nous avons aussi lancé l'essentiel, le premier fond de teint de sa catégorie luxe, avec une formulation également à 96% de taux de naturalité. Kiss Kiss Shine Bloom, lancé sous les mêmes prérogatives, mais 95%, et je vais arrêter les chiffres, mais je ne vais pas les arrêter complètement parce qu'aujourd'hui, c'est Aqua Allegoria qui devient chez Guerlain le fer de lance de la démarche innovation durable de la maison en matière de fragrance. Et le nouveau flacon a été repensé, c'est-à-dire que quand tu le tiens dans ta main, quand tu vas le voir en boutique Guerlain ou ton retailer préféré, tu ne vas pas forcément voir la différence. Mais en réalité, rien ne change et tout change pour autant. D'accord. Puisque ce flacon a été repensé dans une démarche d'éco-conception. Il a été rendu rechargeable et tu peux acheter la recharge, parce que tu sais, Guerlain a été une des premières maisons à proposer la ressourçabilité avec notre flacon aux abeilles que tu pouvais ressourcer dans toutes les boutiques Guerlain grâce à nos estagnons, ces fameux gros flacons qui permettent de ressourcer.
Aujourd'hui, l'idée avec Aqua Allegoria, c'est d'offrir ce modèle de ressourçabilité, de rechargeabilité partout dans le monde, accessible à tous. Et donc, on a créé une recharge de 200 millilitres. Donc, tu vois, déjà, ce flacon s'est réinventé, il est rechargeable, il est également conçu en verre recyclé, 15% de verre recyclé, ce qui aujourd'hui est une gageure sur le secteur de la fragrance, de la parfumerie. Et puis, quant à l'éco-formulation, eh bien, nous avons poussé l'asymptote jusqu'à formuler nos aquas de 90 à 95, jusqu'à 95% d'origine naturelle. Et surtout, pour moi, ça c'est le grand jalon que nous appelions de nos voeux, nous avons formulé Aqua Allegoria, toute la collection, hein, et bien sûr, y compris la nouvelle fragrance Nerolia Vetiver que tu citais, avec un alcool issu de l'agriculture biologique. Alors, ensuite, il y a une nouvelle campagne. Le monde est notre jardin avec Yann Arthus Bertrand. Dis-nous quelques Yann mots, Arthus puis on y reviendra plus tard. On le connaît très bien en France et en Europe. Tu sais que c'est l'un des plus grands photographes, réalisateurs, mais aussi activistes, environnementalistes, écologistes. Et surtout, c'est l'auteur de l'inoubliable livre La Terre vue du ciel. Guerlain a des liens très étroits avec Yann, puisqu'il se trouve que Yann, ses grands-parents connaissaient très bien la famille Guerlain. Et qu'il y a 30 ans, Yann a acheté sa maison familiale au Ménul, qui est le jardin, qui était le lieu, le village historique de la famille. Donc, il y avait déjà ce lien. Ensuite, Yann, on l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que, à notre sens, c'est un des premiers artistes, activistes à avoir su sensibiliser sur la fragilité des écosystèmes et de la planète au travers de l'esthétisme et de la beauté. Nous lui avons demandé l'an passé de siéger à notre Sustainable Board, un organe qui challenge, un organe qui est constitué d'experts internationaux indépendants sur les sujets de la clean beauty, de la biodiversité, du climat. Et Yann préside ce board. Et donc, c'était juste dans cette lignée assez naturelle qu'on propose à Yann de rendre hommage à notre collection et aux merveilles de la nature dans son œil. Et ça n'a pas été simple parce que c'est la première fois que Yann tournait une campagne pour une marque. Juste avant de plonger dans ton parcours pour mieux te comprendre et te connaître, donc il y a les 2 questions incontournables sur Tatou Senti qui sont: quel est ton souvenir olfactif le plus fort ? Certainement parce que j'ai été élevée en Bourgogne, parce que j'ai été élevée à la campagne, l'odeur de l'herbe coupée, l'odeur de l'herbe fraîche. Et est-ce que les odeurs et les parfums faisaient partie d'une façon ou d'une autre dans ton enfance ? Le parfum, comme beaucoup, hein, le parfum de ma maman. Maintenant, partons à la découverte de Cécile Lochard. Donc, tu dis être née dans une famille engagée, mais qu'est-ce qu'une famille engagée pour toi ? Et as-tu une anecdote à nous partager sur ce sujet ? Un papa qui a créé les premiers fonds socialement responsables en France en 83. Donc, c'était un engagement sur ce volet très professionnel et activiste dans la finance. J'ai une maman qui est pharmacien biologiste et qui était très engagée pour Pharmaciens sans frontières. Et aujourd'hui, ils continuent à la retraite tous les deux, chacun sur leur voie, dans une multitude d'associations. Par ailleurs, ils étaient tous les deux absolument passionnés de nature. Mon père pratiquait l'exploration souterraine, a participé à de nombreuses études dans des pays européens. Il a découvert des grottes. Donc, l'anecdote que j'ai envie de te citer, qui aurait pu être celle de tous les dimanches, les grandes marches avec les amis, la communauté. Non, j'ai des souvenirs d'enfance, de vacances, qui n'étaient pas toujours les plus plaisants, parce que mon père était sous terre, et avec ma mère et ma sœur, on était au-dessus à l'attendre. Donc, tu vois que la téléologie, ça a des avantages quand tu la pratiques, mais quand tu es la famille et que tu pars, notamment j'ai des souvenirs en Espagne, tu vois, avec parfois d'ailleurs des étés où il pleuvait, et nous ben, on ne vivait pas la passion de mon père. Et entre toi et moi, j'ai eu de la chance de ne pas être complètement claustrophobe parce que notre père nous a aussi beaucoup engagés, accompagnés à étudier et à pénétrer dans des gouffres.
D'accord. Et je n'ai plus du tout cette passion ni cette envie. D'accord. Mais alors, par contre, on pourrait presque dire que le mot durable a fait partie des premiers mots de ton vocabulaire. Donc, quelle serait ta première expérience enfant, adolescent de Mais tu justement sais, tu cites durabilité? la période de l'adolescence ou jeune adulte. J'ai pas fait de crise d'adolescence au sens où on peut l'attendre et l'imaginer absolument fracassante, flamboyante. Ma crise d'adolescence, c'est plutôt de me dire, mais Oui. jamais je travaillerai comme mes parents sur des sujets engagés. Et C'était ça ta Mais, rébellion, ta mais tout à rébellion. fait. Et tu sais, c'est assez symptomatique. J'ai des amis qui ont été élevés vraiment, alors là, de façon communautaire par des parents 68 arts et qui me disaient, mais c'est fou Oui. parce qu'on a vécu la même chose, c'est-à-dire que le rejet au départ, pour Mhm, finalement mhm. très vite, bien sûr, de façon, comment dire, plutôt naturelle, se dire que c'était Oui. assez légitime, voilà, d'être ce qu'on en est D'y et de revenir à revenir. l'alignement qui était Mhm. l'alignement familial. Ouais, tout à fait. Mais alors justement, après tes écoles de commerce, les SEC, le Dauphine, tu vas aussi démarrer ta carrière professionnelle avec ton père, alors que tu avais dit jamais avec mon père, Oui. jamais dans la finance. Preuve qu'il ne faut jamais dire Tu vois, jamais, ma n'est-ce crise pas? d'adolescence a été assez brève. Oui, parce que Oui. Alors as-tu une j'avais fait anecdote? plusieurs stages et en fait, il m'a dit, ça va, tu as fini de t'amuser, moi je peux te proposer des choses absolument beaucoup plus fondamentalement intéressantes. Et donc l'anecdote, c'est qu'en réalité, j'ai travaillé très peu de temps avec lui, puisqu'il a vendu son entreprise à un grand groupe et que moi j'ai eu la chance d'y rester Oui. parce qu'on m'a dit, bon, votre père finalement, on voulait lui proposer de rester 3 ans, il est trop insupportable, on ne le garde pas. Mais, mais Par contre, on prend voilà, la fille. voilà. Tu vois, donc ça, c'est une jolie anecdote. J'espère qu'il n'écoutera jamais ce podcast. Et, et donc, Oui, parce que ça n'a pas dû être évident pour lui à non, je digérer, pense non? qu'il sait à quel point. Mais tu sais, c'est le propre aussi des visionnaires. Euh, moi, je travaille avec Yann Arthus Bertrand beaucoup, puisqu'il a réalisé notre campagne cette année, et puis que je le connais depuis, en fait, et ça, on en parlera peut-être après, depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Et voilà, on dit souvent, oh là là, oui, mais cet écologiste, il est dur, oui, mais bon, les visionnaires, ceux qui sentent avant les autres, les grands mouvements qui vont être les grands mouvements sociétaux en gestation, en graines, ben, ils ont du caractère. Oui, bon, il faut. De toute façon, on ne fait pas avancer les Exactement. choses sans caractère et sans conviction. Donc ensuite, tu rejoins les partenariats privés de WWF. Tu découvres ce que signifie Dealing with Ambiguity. Donc raconte-nous comment tu t'en es sorti et quel a été Mais ton oui, alors premier déjà, comment j'y suis partenariat que tu as entrée? signé. J'y suis entrée parce que dans Oui. le cadre de mes fonctions chez HSBC en finance socialement responsable, on avait initié, grâce à mon père, hein, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui avait été conservé, les premières formes de ce qu'on appelle les dialogues actionnariales actifs, avec les sociétés dans lesquelles on investissait, dans lesquelles on était porteurs de parts. En fait, on les invitait à venir rencontrer les fameux, finalement, investisseurs, ceux qui avaient choisi de prendre part au capital de ces entreprises dites déjà plus engagées en matière de performance sociale et environnementale. Et à cette occasion, je rencontre, lors d'un de ces comités de dialogue actionnarial actif que j'animais, le directeur environnement, et tu vas trouver ça très sexy, hein, mais du groupe cimentier Lafarge, qui m'explique que Oui. Lafarge vient de signer un grand partenariat avec le PANDA, le WWF, le World Wildlife Fund for Nature, qui est la première ONG environnementale au monde, un accord qui portait sur le changement climatique et la préservation de la biodiversité, notamment, tu sais, pour la réhabilitation des carrières, lorsqu'on est cimentier, c'est des immenses carrières assez lourdes. Et moi, je réalise que les ONG pouvaient donc ne pas être que dans la confrontation, l'accusation, le plaidoyer, mais aussi dans la coopération. Et ça m'a énormément plu parce que finalement,
tu sais, quand on est jeune, on dresse et on dessine des plans de carrière. Et je m'étais bien sûr toujours dit que je finirais en association, en ONG. Oui. C'était pour moi, c'était une ligne de conduite. Dis-moi, à la retraite, je mettrai mon énergie à voilà, coopérer avec une grande association. Et bien sûr, la cause environnementale et la cause animale qui m'anime depuis que je suis enfant étaient des causes de prédilection. Et là, je me dis, mais en fait, à 30 ans, je vais peut-être pouvoir postuler à cette première association environnementale qui nous donne des partenariats avec le secteur privé. Et ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai eu la chance, bien sûr, je vois une offre, ce qui est assez fou, hein, les synchronicités dans la vie. Je rencontre la phare, je réalise qu'il y a donc un département, des partenariats entreprises au WWF. Et quelques semaines seulement ensuite, je découvre une offre d'emploi et ça arrive, j'imagine, de façon rare dans la vie, de lire comme ça une job description et se dire, mais mon Dieu, c'est moi. Oui. Je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Hein. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue une actrice du changement, j'aime à le dire, avec beaucoup d'humilité, mais dans une ONG, auprès des entreprises. Et bien sûr, pourquoi je dis dealing with ambiguity? Parce qu'à partir du moment où une alliance, elle est profit, non-profit, qu'elle est en plus, que c'est un exercice tout à fait récent, nouveau, eh bien, on expérimente. On est dans le test and learn. Et puis, on est dans le test and learn où la collaboration entre ONG et entreprises devient la nouvelle, finalement, forme de compétition. Il y a d'autres modèles à inventer. Et c'est comme ça que je suis entrée donc au WWF et que j'en suis sortie 7 ou 8 ans plus tard, après avoir travaillé avec de nombreux secteurs, être devenue directrice de la philanthropie. C'est-à-dire que là, je ne dealais plus seulement avec les entreprises, mais aussi avec les grands philanthropes, tu sais, à l'américaine un petit peu. On en a aussi en France. Tout à fait. Et qu'en passant au crible tous les secteurs avec lesquels j'avais travaillé, eh bien, il se trouvait que le luxe, j'avais beaucoup de mal à le convaincre. Voilà. Et donc, c'est là où, en fait, tout comme tu parles de ton père visionnaire, mais toi, quelque part, tu l'as eu aussi, cette vision, et tu te poses quid du luxe et du développement durable. Et c'est là où tu sors ce livre chez Erol, il y a déjà 10 ans. Et alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce luxe et de ce développement durable quand même hommage pour toi? Dans ma vie, j'ai été très souvent recrutée par des femmes. Et j'ai expérimenté la sororité. Vraiment. Et je le dis, aujourd'hui, c'est un terme qui est très utilisé, très communiqué, très connu. Moi, je l'ai vécu il y a longtemps. Et donc, la personne qui m'a recrutée au WF était une femme, Dominique Royer, qui aujourd'hui a créé une société de conseil en développement durable et avec laquelle je collabore chez Guerlain, qui est une des meilleures. Le livre, il est né de l'idée d'une autre femme, Alice Audouin, qui aujourd'hui est l'experte de l'art et l'environnement, et que je retrouve, mais ça on en reparlera tout à l'heure, et qui m'a dit, Cécile, au WWF, tu as abordé le sujet, ce qu'on appelle le porte-parole luxe et environnement. Tu sais, moi, je travaille avec les éditions Erol, qui sont des éditions très sérieuses, Boulevard Saint-Germain, qu'on connaît bien lorsqu'on est en école, lorsqu'on est des professionnels. Ils ont une collection luxe, ils ont une collection développement durable que j'accompagne. J'aimerais proposer que tu puisses écrire le premier livre sur le luxe et le développement durable. Je lui réponds, malheureuse, j'écris des PowerPoint, moi, à longueur de journée. Je ne suis même pas certaine. Pas des livres. Oui. Et j'admire énormément, d'ailleurs, depuis l'écriture de ce livre qui a duré 9 mois, le travail des journalistes. Et je te le dis sans flagornerie, parce que alors, moi, ça a été vraiment dans la souffrance. Et je me suis dit, la dernière fois que j'écris, plus de 3 pages. Et donc, voilà. Donc, ce livre, effectivement, certes, peut-être qu'il incarne une vision, mais rendons à César, à César, c'est une femme qui m'a proposé de l'écrire. Et je n'avais pas forcément eu l'idée de me dire, tiens, je vais écrire un livre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de référence sur le sujet. C'est vraiment elle qui me l'a proposé. Et c'est vrai que je lui ai dit, mais c'est vrai, tu as raison, à l'époque où on m'a demandé d'incarner le porte-parole sur les questions de luxe et environnement au WWF à la fin de ma mission dans cette ONG. Moi, en bonne élève, je source les informations, je cherche les livres, et puis je n'en avais pas trouvé. Donc voilà, je me suis retrouvée à écrire le premier livre sur le sujet. Mais souvent, on porte des choses en nous
qu'on fait tellement naturellement et inconsciemment qu'on ne s'en rend pas forcément compte et il faut qu'il y ait un effet miroir de quelqu'un qui vous dise « Mais attends, planche sur ce Et sujet-là, tu as tout à fait c'est raison. pour Et tu toi. » sais, pourquoi ce n'est pas, sans peser mes mots, que je parle de sororité, c'est que, bien sûr, Oui. ce pas de côté, cette distanciation, certaines personnes l'ont pour toi, alors qu'elle n'est pas forcément évidente, qu'elle est presque contre-intuitive à certains moments de notre vie. Et voilà, ces femmes, elles ont été là. Et puis surtout, elles m'ont donné confiance. Puis il y a aussi, tout simplement, sur l'écriture du livre, je lui ai dit, mais je n'en suis pas capable. Et elle m'a dit, si, moi, je sais que tu peux le faire. Donc, tu vois, c'est même encore plus fort que ça. C'est presque un mentoring. Alors, avant de rentrer chez Guerlain à proprement parler, en fait, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur LVMH et le développement durable, parce qu'il ne faut pas oublier que LVMH s'est très tôt engagé en tant que groupe. Donc, peux-tu nous rappeler brièvement quelles ont été les actions Oui, moi, j'aime à marquantes, dire que justement? LVMH, en fait, s'est engagé, on célèbre cette année les 30 ans de la création du département développement durable environnement chez LVMH, ce qui fait d'LVMH un pionnier en la matière. D'accord. Ensuite, Oui. LVMH a fait les choses d'une façon en fait, très humble, n'a pas beaucoup communiqué sur le sujet jusque très récemment, Non. mais a cette antériorité, ce qu'on Mhm. appelle en finance, parce que malheureusement, quand on commence dans la finance, on a souvent aussi des expressions très financières et des anglicismes, un track record, donc une courbe d'expérience qui aujourd'hui Mhm. célèbre ses 30 ans. Et LVMH accélère depuis 2 ans considérablement, avec la nomination notamment d'Hélène Valade à la tête du département. Et elle Absolument. insuffle une énergie considérable. Mhm. Et elle a pris le relais de Sylvie Bénard, qui était une grande dame du développement durable et qui avait créé ce département en 92, une année qui est très symbolique pour l'écologie, puisque c'était le sommet de la Terre à Rio et une prise de conscience. Donc, Mhm. cette vision chez LVMH, elle s'incarne et elle s'articule autour d'un programme qui s'appelle Life 360. Et pourquoi 360? C'est Tout son à fait. nouveau nom depuis 2 ans. C'est l'alliance de la nature et de la créativité. Donc ça, je vais te dire, c'est la tagline. Mais dans le concret, pourquoi 360, c'est intéressant? C'est parce qu'aujourd'hui, on se fixe des objectifs à 3, 6 et 10 ans. Parce que parfois, fixer des objectifs à 10 ans, c'est trop loin. Et fixer des objectifs beaucoup plus Oui. moyens, voire court terme, eh bien, ça te permet vraiment d'avoir une boussole très précise et de pouvoir aligner toutes les maisons. Tu sais Mhm. qu'on a plus de 75 maisons chez LVMH et que la tâche est considérable. Et donc, suivre leur progrès sur 3, 6 et 10 ans, eh bien, ça te permet une vraie accélération. Et puis aussi, bien sûr, ce qu'on appelle de nos voeux, le 360, il évoque la transversalité, puisque le développement durable aujourd'hui, eh bien, Absolument. et ça l'a toujours été d'ailleurs, mais en matière de RSE, puisque le développement durable appliqué à l'entreprise, finalement, c'est ce qu'on appelle en anglais la CSR, Corporate Social Responsibility, en français la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, eh bien, elle est éminemment transversale. D'accord. Alors, effectivement, dernièrement, LVMH était présent au sommet de l'IUCN à Marseille. Quelles sont les actions importantes à Je pense que ce qu'il retenir faut de retenir cet déjà, événement? et si on retient juste ça, on comprend aussi beaucoup de choses, Mhm. c'est ce que dit souvent Antoine Arnaud, qui a endossé la responsabilité aussi du développement Oui. durable chez LVMH, c'est que des premières prérogatives et des premiers objectifs du groupe, c'est de créer des produits en harmonie avec la nature et de créer des produits qui soient signatures de notre engagement. Et l'IUCN, c'est le sommet de la nature, et notamment les annonces qui ont été faites à cette occasion étaient très à la fois ambitieuses, mais elles sont complètement réalisables pour le groupe. C'est que 100% des chaînes d'approvisionnement stratégiques soient menées avec un système de traçabilité dédié. C'est notamment que 100% des Mhm. nouveaux produits, quelle que soit la maison considérée, s'inscrivent dans une démarche d'éco-conception. Et ça aussi, ça a un lien à la biodiversité. Que les emballages, d'ici 2026, ne soient plus créés qu'à partir de zéro plastique d'origine fossile. Donc, tu vois, trouver des plastiques alternatifs, biosourcés ou plus de plastique. Mhm. Et aussi, bien sûr, parce qu'on a à cœur de développer ce qu'on appelle la circularité créative, un autre nom pour une autre sémantique pour aborder le sujet de l'économie circulaire,
eh bien, d'ici 2023, donc tu vois, là, on se rapproche de plus en plus, du jalon, c'est créer des nouveaux Absolument. services circulaires, c'est-à-dire encourager la réparation, et ça, c'est très valable et très possible, notamment rendu possible, je pense surtout aux activités telles que la mode, les souliers, la joaillerie, mais dans la cosmétique, par exemple, ça va nous encourager à développer ce qu'on appelle l'upcycling, ou en français, le surcyclage. Donc, tu Oui, vois, tout c'est à fait. vraiment Oui. une approche, et là, je me concentre naturellement et volontairement, puisque tu as cité l'UICN sur le volet biodiversité, mais c'est une approche, finalement, où rien ne change, mais tout change. C'est-à-dire qu'on mobilise les parties Oui, prenantes, oui, oui. on a besoin pour afficher et surtout pour réaliser ces ambitions des collaborateurs alignés, de développer des programmes de recherche et d'innovation dédiés au luxe durable. On a besoin aussi d'embarquer nos clients en matière d'information, parce qu'il faut savoir, il faut aussi faire bien faire et faire savoir. Et puis aussi, bien sûr, nos fournisseurs, qui eux-mêmes sont soumis à des Mais c'est un vérifications, tout. tu vois, pour 100% des fournisseurs stratégiques d'ici 2030. Mais c'est un tout, exactement. Ah oui, c'est avancer ensemble, main dans la main. Parce Exactement. que Et si je te cite, et encore une fois, je ne veux pas faire mon Yann Arthus Bertrand qui donne plein de chiffres, mais bon, les chiffres, oui, tu sais, c'est des preuves, hein, et aujourd'hui, on a besoin de preuves. tout à Eh fait. bien, en matière d'écosystème, c'est ce qui a été annoncé à l'UICN de la part du groupe. Le groupe s'engage d'ici 2030 à régénérer et réhabiliter 5 millions d'hectares d'habitat de la faune et de la flore. Et ça nous concerne aussi en premier lieu parce que quand on travaille à sourcer des ingrédients naturels dans le monde entier, tu sais, chez Guerlain, on aime à dire que le monde est notre jardin, eh bien, ça nous engage aussi. Absolument. Oui, c'est un beau programme. Ton entrée chez LVMH, c'est Guerlain, Ruinart, Chaling. Donc en fait, Guerlain et Ruinart ont été tes clients d'abord, en fait, quand tu as fondé ta société de conseil qui était Citizen Luxury. Donc, quelles ont été les actions que tu Eh as bien, tu mises en sais, au place tout pour départ eux? chez Guerlain, j'ai eu un regret. C'est-à-dire quand j'ai sorti le livre Luxe et développement durable, tu vois, c'était en septembre 2011, donc il y a 10 ans et quelques mois, Oui. eh bien, je n'ai pas Mhm. cité la démarche de Guerlain parce qu'elle n'était pas sue, elle n'était pas communiquée. Et Guerlain s'est rapproché de moi au lancement du livre en me disant ah, mais c'est bien d'avoir écrit tout ça. Nous, on croit énormément à la vocation de la communication, sauf qu'on va absolument faire bien parfaitement avant de le faire savoir. On est très frileux, on a peur de communiquer parce qu'on estime qu'on n'est pas parfait. Et je dis, mais quel dommage, mais bon, ça nous a permis de nous Oui. rencontrer. Et donc, je suis devenue effectivement, au départ, ma première approche de la Maison Guerlain, c'est en tant que consultante. Consultante, c'est le sujet du développement durable. Et j'ai écrit le premier rapport développement durable de Guerlain, qui était un exercice absolument volontariste, puisque en tant que maison, Guerlain n'était pas soumis Oui. à une loi de produire des éléments comme peut l'être par exemple un rapport annuel. Hein, c'est le groupe qui est soumis au rapport annuel financier et c'est le groupe LVMH qui est aussi, depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques en 2001, soumis à produire un rapport dit environnemental de développement durable. Donc Guerlain, c'était une démarche absolument volontariste pour embarquer en premier lieu, la première cible, c'était les collaborateurs de la maison, les sensibiliser plus largement D'accord. aux actions qui étaient déjà menées depuis 2007. Voilà. Et Ruinart, c'est arrivé quelques années plus tard, je peux faire remonter ça à 5 ans. J'ai eu l'occasion d'animer, toujours en tant que consultante, ce qu'on appelle les Mhm. brand meetings, c'est-à-dire des réunions annuelles d'inspiration sur des nouveaux courants, des nouvelles tendances. Et tu vois, le développement durable avait été identifié par le président de la maison comme bien entendu une tendance forte, puisque tu l'imagines, quand tu travailles dans les spirituels, le changement climatique, ça a d'autant plus de sens que tu le vis au quotidien et Complètement, surtout au oui. moment de tes récoltes, que tu sens bien qu'il y a quand même un impact qui est absolument indéniable. Et donc, Frédéric Dufour m'avait contacté et puis il m'a dit, écoute, cette séance d'inspiration a été absolument un révélateur pour moi. J'aimerais aller encore plus loin. Est-ce que tu acceptes de m'accompagner voilà, de façon régulière
sur ces sujets. Déjà en acculturation, et puis ensuite, il m'a dévoilé les stratégies qu'il avait en germe. Et aujourd'hui, que j'ai tellement de plaisir à voir naître et couronner, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une innovation durable, en fait, ça, toi, tu connais, Bettina, le rythme des maisons de cosmétiques, mais c'est la même chose aussi quand tu développes un packaging, par exemple. C'est 3, 4, 5 ans, voire parfois, alors les formules, c'est parfois plus de 50 criblages de nouveaux ingrédients qui vont venir se substituer à un ingrédient de synthèse, par exemple, en ingrédient naturel. Bon, et c'est pareil, chez Ruinart, Seconde Peau, qui est sorti il y a 2 ans, qui a été révélé il y a 2 ans, ce packaging absolument léger qui vient remplacer les boîtes de transport ou les boîtes tu sais, en bois, eh bien, il l'avait pensé bien avant. Et moi, au moment où on s'est connus, il m'avait déjà présenté le draft du projet, que j'avais trouvé sensationnel. Donc oui, Ruinart et Guerlain, finalement, ce sont 2 maisons assez pionnières sur ces sujets. Alors ensuite, tu vas participer au lancement de la marque cosmétique Shaling, dont le fer de lance était de réconcilier luxe et développement durable. Donc, quels ont été les défis en la matière? Puis c'était aussi le bébé, si je ne dis pas de Alors, bêtises, c'était le de bébé Laurent du Boileau. président de Guerlain à l'époque, exactement. Et c'est comme ça que Laurent m'avait dit, écoute, je cherche une responsable développement durable et communication. Je dis, mais je n'ai jamais fait de communication. Il m'a dit, mais non, finalement, puisque tu as écrit un livre, tu as déjà voilà, ouvert le sujet de la communication sur ces sujets. Et effectivement, c'était le dernier chapitre de l'ouvrage, puisque mon interrogation, c'était, mais finalement, les maisons de luxe font énormément de choses, mais pourquoi ne dévoilent-elles pas leur avance en matière de développement durable, leurs actions? Et c'était ma grande interrogation à l'époque. Mais quelle est la problématique? Est-ce qu'il y a un dogmatisme? Est-ce que c'est des verrous que jamais finalement le Oui. luxe arrivera à faire sauter? Et Et justement, quelle était la réponse? la réponse, tu sais, c'est toujours un sujet, et là, je vais me faire presque marketeuse de time to market. En fait, le luxe, déjà, le luxe, c'est la culture du secret, quand même. Il faut le dire. Le luxe, Oui, c'est la culture du absolument. secret. Par Le luxe, excellence. c'est le produit fini, absolument parfait. Et quand tu y opposes des concepts sur lesquels repose le développement durable, écoute, il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, mais c'est l'opposé. C'est la transparence, et Mhm. c'est le processus itératif, c'est-à-dire qu'on progresse. Donc, tu imagines bien qu'au départ, les 2 concepts avaient du mal à s'imbriquer, même si pour autant, et de façon un petit peu paradoxale, le luxe, c'est aussi le culte de la durabilité. Tu proposes un produit qui dure dans le temps. Mhm. Oui, Donc, c'est peut-être absolument. aussi pour Oui, ça complètement. qu'il y avait cette incompréhension peut-être au départ, parce qu'à la fois c'était co-substantiel au luxe et durabilité, et pour autant, on n'avait pas envie d'en parler parce que ça nécessitait de faire sauter beaucoup de verrous sur ce qu'est le luxe dans son essence et dans la façon dont il a évolué pendant des siècles. Et finalement, pourquoi je dis que c'est time to market? Parce que en Europe, tu vois, je pense que le phénomène de la COP 21, il y a 6 ans, 7 ans maintenant d'ailleurs, à Paris, bien, il a entraîné énormément d'annonces d'entreprises. Puis ensuite, il y a eu l'élection de Trump Oui. qui est sorti de l'accord de Paris. Ça a créé une sorte de mouvement, notamment aux États-Unis, qui s'appelait We Are Still In. Et puis, tout s'est accéléré dans le secteur du luxe, j'entends, il y a 2 ou 3 ans, avec de nombreux facteurs qui sont tous arrivés en même temps. Les partis pris de la pionnière, comme Stella McCartney, les applications pour ce qui est du secteur de la cosmétique comme Yuka et Clean Beauty, qui exigeaient de la transparence, la génération nouvelle et ses exigences, son militantisme affirmé, sa Greta Thunberg, Mhm. qu'on l'aime ou qu'on Oui. l'aime pas. Et puis les indie brands, ces marques indépendantes qui ont un ADN 100%, j'ai envie de dire green, 100% vert, 100% engagé, 100% militant. Alors parfois, ils ne cochent pas toutes les cases de l'éco-design, l'éco-formulation, de la transparence, mais ils en cochent au moins une. Et si tu veux, Ils sont venus faire bouger les ils choses. poussent l'asymptote très loin et ils font bouger les lignes. Et finalement, tous ces facteurs enjoignent aussi les marques Absolument. vénérables comme la nôtre à accélérer et à se dévoiler un petit peu plus. Alors pour Les Chaling, défis, quels ont été tes c'était à défis? l'époque zéro packaging.
Comment tu crées des écrins très beaux en respectant les codes du luxe et en ayant le moins possible d'emballage secondaire. Ça, c'est un grand défi. Comment tu encourages les laboratoires de formulation vers les formules les plus courtes possibles, vers le passage que j'évoquais tout à l'heure d'ingrédients de synthèse vers plus de naturalité. Et encore une fois, il faut ne jamais oublier, et ça je milite pour le dire, même si ce n'est pas facile, hein, mais bon, le développement durable serait facile, je pense que on le saurait tous, c'est que naturalité n'égale pas forcément clean beauty, et clean beauty n'égale pas forcément naturalité. Donc, tu vois comment tu exerces cette balance. Donc, travaille sur les formules, travaille sur les packaging, travaille sur la transparence aussi. Et donc, tout ça, je l'ai expérimenté chez Schelling. J'ai aussi eu énormément de chance, c'est ce que j'avais déjà fait en tant que consultante, hein, c'était de voyager dans le monde entier, à la découverte et à la promotion à l'époque où j'étais indépendante de filières responsables. Et chez Schelling, promotion d'un thé puer, le thé puer organique bio du Yunnan, qui était cultivé sur des arbres. Donc, tu vois, toute cette pédagogie à faire autour du thé de l'humanité. Le thé puer, c'est le premier thé au monde. C'est le début de la route du thé, de la route de la soie, par conséquent, parce que c'était les mêmes routes qui étaient empruntées. Et donc, énormément de sensibilisation à faire sur ce poumon vert aussi, qui est le Yunnan, le poumon vert de la Chine. Et donc, là, tu vois, je ne suis même plus dans le challenge, je suis dans ce que j'ai adoré absolument promouvoir, les filières durables. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Tatou Senti Podcast, favorisez sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Mais surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant la suite avec Cécile Lechard, mardi prochain, sentez-vous bien!